Je voudrais vous remercier infiniment de m'avoir invité. Alors, j'ai deux handicaps un peu sérieux, c'est-à-dire, d'une part, je ne suis pas géographe, je suis historienne, formation, et d'autre part, je ne suis pas de cette partie-là du Massif central, parce que moi, je suis née sur l'Aubrac. Mais, disons que j'ai une certaine, peut-être familiarité avec les problématiques dont il est question, et puis surtout, avec d'autres collègues de l'inspection générale, j'ai effectivement, depuis 2 ans, pas mal travaillé sur ces questions. Alors, si vous m'y autorisez, les approches, je crois, sont extrêmement convergentes. Ce qu'a dit Madame la rectrice, Monsieur le sénateur et Monsieur le professeur, on tourne autour des mêmes sujets et je pense qu'on est très convergents. Donc je vais me permettre d'être un petit peu complémentaire, voire discutante de certains points, parce qu'il s'agit d'une journée de débat et de réflexion. Je voudrais qu'elle se soit comprise comme telle, voilà. Et pour animer les échanges, disons, que par ailleurs je partage très largement. Alors si je retrouve mon papier, c'est mieux. Je vais revenir sur les mesures annoncées par le Premier ministre suite aux travaux de la mission à laquelle participait le sénateur Joly et aussi les préconisations et les pistes identifiées dans les rapports des inspections générales et un récent rapport sur les territoires qui n'est pas encore public puisqu'il est aux mains du ministre. Mais avant de revenir sur ces mesures, je voudrais, en introduction, revenir sur 3 points, ce qui me permettra de rebondir peut-être sur les propos évoqués. Le premier, on a beaucoup parlé de définition, et au fond, je voudrais peut-être insister sur les limites des définitions, et partant des zonages. Alors, effectivement, comme il a été expliqué très précisément et très clairement, y compris au moyen de cartes, je change de micro. Je vous remercie. Oui, effectivement, merci. La ruralité, en fait, se traduit par des ruralités. Et c'est un point qui semble une évidence, mais qui est quand même extrêmement important, y compris, comme on le verra, par rapport aux questions scolaires. Voilà. C'est un sujet d'aménagement du territoire, mais c'est aussi un sujet scolaire. Et effectivement, le travail des inspections générales, et plus encore le travail de l'ADEP, la direction des études, la prospective du ministère, et des services statistiques académiques qui travaillent d'arrache-pied avec l'administration centrale à cet égard, c'est bien d'arriver à identifier, serrer des territoires et plus encore des établissements, des écoles et des élèves, des enseignants et des personnels aussi, on y reviendra, en fonction du double critère qu'est la densité et qu'est la proximité ou l'éloignement par rapport aux grands pôles métropolitains. Encore une fois, ça a été bien expliqué précédemment. Au-delà de cette question de définition, et encore une fois, elle est bien sûr d'importante, c'est tout ce que ça emporte en termes de zonage. Alors, on est une maison, l'éducation nationale, qui adore les zonages. Voilà, on est structuré par ceci. Alors, bien sûr, les zonages d'éducation prioritaire, mais pas seulement. Et au fond, les travaux des inspections générales, après d'autres, notamment travaux de chercheurs, mais aussi voilà, des travaux d'acteurs, ont beaucoup discuté des effets de zonage, des effets de seuil, des limites, de la difficulté à prendre en compte la diversité des configurations. Et c'est là où, au fond, on a un petit sujet en termes de politique publique, c'est-à-dire que parfois les zonages sont incontournables pour adopter un certain nombre de mesures dérogatoires, voilà, au regard du droit français. Mais au fond, quand on peut s'en passer, j'ai envie de dire, c'est beaucoup mieux, puisqu'au fond, ça doit fonctionner comme un outil d'aide à la décision et non pas comme un outil prescripteur qui interdirait justement de prendre en compte les spécificités locales, les ressources, les originalités, la singularité des territoires qui sont bien l'enjeu, au fond, des politiques publiques territoriales, y compris des politiques scolaires. Donc c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Il focalise parfois beaucoup l'attention. Un certain nombre d'entre vous sont aussi occupés à des révisions de cartes. Je pense à l'éducation prioritaire, mais pas seulement, au processus de cartes scolaires. Donc il faut, voilà, tout le doigté qui était, je pense, attendu des uns et des autres, d'utiliser ces zonages, d'utiliser ces outils statistiques pour aussi parfois s'en démarquer. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir sur l'aménagement du territoire. Il en a été beaucoup question précédemment. Rappeler peut-être, alors voilà, avec ma casquette d'historienne, que la question du réseau des écoles rurales, c'est en fait un sujet qui est extrêmement ancien, voilà, y compris dans son
dans son histoire parfois crispée, difficile, de le rapport entre le centre et ses périphéries, pour reprendre une expression donc, qui ne convient pas au sénateur Joly, et je comprends bien pourquoi. Le maximum du réseau des écoles en France, il est atteint en 1900. D'accord ? En 1900, on a à peu près plus de 85 000 écoles publiques et privées sous contrat, à peu près 65 000 écoles publiques. Aujourd'hui, nous avons un réseau d'écoles qui est de l'ordre de 55 000, je crois, dont 50 000 publics. Donc, au fond, ça fait déjà très longtemps que notre pays gère une évolution territoriale du réseau de ces écoles. Alors, dans les zones urbaines, bien sûr, qui ont connu des croissances très fortes, mais aussi, bien sûr, en zone rurale. C'est un point sur lequel je voudrais un tout petit peu insister, parce qu'on a, j'ai envie de dire que chaque génération reprend le flambeau, réouvre un sujet, mais peut-être vous souviendrez-vous que dans les années 70, il y a des circulaires de l'éducation nationale, font l'objet de débats extrêmement complexes. La dernière circulaire en 75 prescrit un seuil de maintien des écoles, notamment en milieu rural, à 7 élèves, voyez, jusqu'au moment où l'éducation nationale a décidé de ne plus prescrire de seuil au niveau national et de renvoyer, au fond, la gestion de ces questions au niveau académique. Mais ce sujet, il y a eu plusieurs périodes où ont été décidés des moratoires, 93 par exemple, 2005. Donc le sujet n'est pas nouveau, il se poursuit. Alors bien sûr, il se poursuit en évoluant. Si on notait au moins 2 éléments d'évolution, alors on est clairement sorti des périodes précédentes d'exode rural. Si on reprend le Morvan, en 1900, c'est à peu près 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 50 000. Voilà, c'est assez illustratif de cette évolution de l'organisation territoriale. Mais au fond, de cet exode rural, encore une fois, comme je suis aveyronnaise, c'est un phénomène qui est également bien connu dans le sud du Massif central, voilà, de monter à Paris, même si on était un tout petit peu plus loin. Et mon parcours personnel, celui de ma famille, l'illustre assez bien. Aujourd'hui, on est dans un autre questionnement qui est lié effectivement au phénomène de métropolisation et de périurbanisation, c'est-à-dire que dans ce mouvement qui était unilatéral, on est bien maintenant dans des allers-retours qui sont beaucoup plus complexes. Le Morvan est assez illustratif, et certaines parties de la Nièvre le sont aussi, qui depuis 15 ou 20 ans gagnent des habitants. C'est tout à fait important à noter et à rappeler. Voilà. Le deuxième point... et je fais peut-être le lien avec les zones rurales fragiles évoquées précédemment, c'est aussi les changements dans la géographie économique régionale qui, au fond, frappent particulièrement le grand nord-est français. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance du rapport du ministère de la Cohésion des Territoires il y a un an, sur les 4 France, et qui décrivait, au fond... 4 ensembles aux dynamiques très différentes. Vous aviez en gros Paris et le bassin parisien, qui sont dans des stratégies de dynamique économique, de problématiques et de difficultés environnementales aussi, certainement. Une situation de forte croissance, alors là sur un mode beaucoup plus dispersé, d'un Grand Ouest. Alors un Grand Ouest qui va de la Bretagne, qui descend jusqu'aux Landes et qui même embarque au fond le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire ce grand croissant littoral qui est aujourd'hui en croissance urbaine, mais aussi, il faut le rappeler, en croissance rurale. Il y a beaucoup de territoires dits ruraux qui aujourd'hui progressent, construisent des écoles, posent des problèmes ou des défis d'accueil de nouvelles populations scolarisées. Et puis un quart nord-est qui, lui, est beaucoup plus en déprise, en difficulté à la fois sociale et économique, même si, bien sûr, localement, il peut y avoir des exceptions. La 4e France, entre guillemets, dans le rapport du ministère de la Cohésion des Territoires, c'est l'outre-mer. Voilà. Donc, des changements territoriaux, des changements géographiques qui renouvellent ce sujet du réseau des écoles rurales. Et là, peut-être en contrepoint, si vous m'autorisez, l'une des questions quand même centrales, c'est la complémentarité urbain-rural. C'est-à-dire que on est bien d'accord qu'il y a tout un enjeu, des travaux de recherche sur quelles sont les ressources des espaces ruraux encore une fois divers, certains en dynamique, certains en déclin, avec le patrimoine qu'on connaît. Encore une fois, le Morvan est très intéressant de ce point de vue-là, mais fondamentalement, en termes de politique publique et d'aménagement du territoire, c'est bien la liaison
entre monde urbain et monde rural qu'il nous faut travailler à améliorer. L'INSEE, il y a quelques années, avait titré une publication qui s'appelait « Les campagnes et leurs villes ». Voilà. Comme quoi, on peut, même à Paris, peut-être avoir aussi une lecture inversée, si vous m'autorisez. Donc, j'insisterai plutôt, voilà, personnellement sur cette question. Et le deuxième point, alors ça, on a pu le voir avec des indicateurs scolaires dans le cadre de la mission, c'est au fond toutes les interrogations et les sujets qu'il y a sur le réseau des petites villes et petits bourgs qui aujourd'hui structurent au fond les territoires ruraux. Ils sont bien décomptés comme urbains dans toutes nos statistiques. Ils sont au cœur de nos problématiques, je pense, d'aménagement du territoire et aussi d'organisation du système scolaire. Et au fond, peut-être parfois plus que de ruralité, je me demande s'il ne faut pas nous pencher, encore une fois, quand on parle de politique scolaire, sur les territoires de faible densité et l'armature des petits bourgs et des petites villes qui structurent ou qui organisent notamment ces espaces de densité, avec des configurations très différentes. L'armature urbaine de la Bretagne, du Morvan, ou encore une fois de l'Aveyron, n'ont pas grand-chose à voir, en fait, et fonctionnent de façon assez différente. Dernier point, c'est vrai que la question des écoles, y compris les crispations, les enjeux de fermeture ou d'évolution, ont été longtemps perçus comme une question d'aménagement du territoire. Je crois que désormais, y compris au sein de l'institution scolaire, à l'occasion des travaux des inspections générales, mais de bien d'autres travaux encore, cette question d'aménagement du territoire est bien désormais perçue comme une question éducative et scolaire, et pas seulement comme un problème d'organisation administrative. Alors, plusieurs points là aussi de changement. On a beaucoup parlé des écoles, mais on pourrait au fond parler de l'ensemble des temps de la scolarité obligatoire. Parce que le grand changement qui intervient depuis 20 ou 30 ans, c'est au fond les enjeux, soit d'insertion professionnelle, soit de poursuite d'études, au terme du lycée. Donc là aussi, si vous me permettez cet aspect discutant ou contrepoint, au fond, à mon avis, on ne peut pas parler de l'école sans parler du collège, à minima, voire du lycée, c'est-à-dire intégrer l'ensemble du parcours de l'élève. Et peut-être, c'est ce qui manquait peut-être un peu dans nos échanges ce matin, si on se place tant du point de vue de l'usager, les élèves et leurs familles, que des territoires, c'est bien cette question-là qui est centrale, au fond, et qui nous est posée, et derrière laquelle on retrouve le sujet, alors lui largement abordé aujourd'hui, ce matin, qui est celui des mobilités. Je jette un tout petit coup d'œil à l'heure, parce que c'est très bavard, bon, encore un peu de temps. Voilà, donc c'est ces trois points que je voulais... sur lesquels je voulais insister, et qui font au fond que, voilà, si je reprends l'exemple du Morvan, les territoires du centre du parc n'ont pas grand-chose à voir avec les villes-portes, enfin n'ont pas grand-chose, ont des caractéristiques et des enjeux assez différents, pardonnez-moi, et même entre les villes-portes, on voit bien que les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes, selon qu'elles sont dans l'orbite de telle ou telle métropole, ou au contraire ont une trajectoire singulière. Et au fond, derrière voilà, la ruralité, ou l'école et la ruralité, on s'ouvre quand même un champ de très grande diversité. Alors, en ce qui concerne les mesures, les perspectives qui tiennent tant à l'agenda rural, voilà, annoncé par le Premier ministre lors du congrès de l'Association des maires ruraux, et des travaux ou des mesures sur lesquelles travaille actuellement le ministre et son cabinet, j'aimerais les distinguer en deux champs, c'est-à-dire d'une part ce qui relève des mesures nationales et d'autre part ce qui pourrait ou ce qui relève des politiques à la fois académiques et locales. Je m'explique. Donc, tant dans le rapport de la mission ruralité que des annonces du Premier ministre sur l'agenda rural, vous avez un certain nombre de mesures nationales qui viennent effectivement à l'appui d'une meilleure reconnaissance, prise en compte de caractéristiques spécifiques aux jeunes ruraux. Alors, si on les schématise, on a d'une part, là, au fond, tout ce qui concerne le renouvellement de l'appareil statistique, et ce n'est pas qu'un problème technique ou universitaire, c'est bien un sujet de suivi et donc de mise en œuvre des politiques publiques. Alors,
À cette occasion-là, je m'arrête un tout petit peu sur l'indice d'éloignement dont il a été question. Je crois qu'il fera l'objet d'une présentation par la personne en charge du SSA cet après-midi. Alors, il s'agit d'un travail qui est en cours, il n'est pas achevé. C'est l'ADEP, donc la direction des études de la prospective du ministère, qui travaille sur cette question. Il a été esquissé, imaginé dans les échanges que nous avons pu avoir avec les différentes missions en cours et dans un certain nombre de travaux qu'on avait engagés, y compris avec les rectorats. Voilà, c'est une production très, j'ai envie de dire, très pragmatique. Peut-être le savez-vous ou pas, le ministère a organisé un database challenge, pardonnez-moi pour l'anglicisme, hein, voilà, manifeste, mais c'est son nom, c'est-à-dire en septembre, il y a un an, le ministre avait souhaité que dans le cadre du Lab 110 bis du ministère soit organisé un travail alors avec des chercheurs, avec des professionnels de la donnée, avec des créateurs, enfin tout ce qu'on entend sur les laboratoires d'innovation numérique, voilà. Et à l'occasion, ce moment a été assez important, et c'est dans ce cadre, au fond, qu'a émergé l'idée, que par ailleurs nous avons tous pratiqué précédemment, mais désormais on commence à avoir des pistes de solutions, notamment techniques, pour résoudre ces difficultés. Émerger l'idée qu'il fallait arrêter de voir au fond les territoires comme un stock, dont on définit un périmètre, dans lesquels on compte un certain nombre, soit d'individus, soit d'établissements, soit d'écoles, et qu'on approche les territoires comme un enjeu de flux. De flux, parce qu'au fond, on a à la fois des éléments circulants sur ces territoires, parce que ces territoires, ils sont en dynamique. C'est pas la même chose d'être un même territoire avec des caractéristiques sociales ou démographiques équivalentes peut dans un cas être en développement, dans un autre cas en stagnation, c'est-à-dire que la statistique à l'instant T ne nous dit pas grand-chose sur cette question. Et au fond, à l'occasion du DataVis Challenge, collectivement, il y avait une interrogation sur comment envisager d'autres outils qui nous permettraient, voilà, de rendre compte de la dynamique des territoires. Vous le savez ou pas, la direction des études de la prospective peut désormais géolocaliser les élèves et les enseignants. C'est un point assez intéressant. Et au fond, la construction de l'indice d'éloignement, il repose fondamentalement sur l'idée d'avoir une approche quasiment vivante d'une école ou d'un établissement en appréciant son rayonnement. Alors un rayonnement non pas théorique, comme le fait par exemple le panier de service de l'INSEE, hein, qui calcule une distance temps, mais en ayant aussi une approche, j'ai envie de dire, vivante, en fonction de l'adresse des élèves, potentiellement demain en fonction de l'adresse des enseignants, du niveau de multiservice, ça a été évoqué tout à l'heure, voilà. C'est-à-dire une approche qui nous permet de caractériser au fond la fonction territoriale d'un établissement ou d'une école, encore une fois en dynamique, au lieu d'être un simple point sur une carte. Voilà. J'insiste un petit peu là-dessus parce que ça constitue aussi un petit renversement dans la mesure où on part pas du territoire, mais on part des élèves et de leur mobilité et espace vécu. Mais encore une fois, je pense que ce point sera développé ce soir, donc cet après-midi. Donc, dans l'agenda rural, renouvellement de l'appareil statistique et développement de cet indice d'éloignement. Deuxièmement, les mesures de soutien et d'aide aux jeunes ruraux, alors tant en ce qui concerne les internats, les cordées de la réussite. Et effectivement, je vous propose de ne pas revenir en détail sur cette question, mais la performance scolaire des élèves vivant en milieu rural est effectivement tout à fait dans les moyennes nationales. Voilà. Le véritable décrochage ou le véritable élément de différenciation, il s'esquisse au niveau du collège, mais surtout on le voit à partir des choix d'orientation en seconde et ultérieurement dans l'enseignement supérieur, c'est très net au niveau des études de cohorte. Ce n'est pas effectivement une idée nouvelle, on a déjà des études à peu près similaires dans les années 90, enfin avec un numéro spécial des années 95, mais ce sujet n'étant pas nouveau, il est néanmoins fondamental. Peut-être, à mon tour, je reviendrai sur cette affaire de manque d'ambition, si vous m'autorisez. Alors, quand on était lors de la mission ruralité, on entendait beaucoup
y compris dans les services académiques, auprès des personnels de direction, des enseignants, ce propos sur le manque d'ambition, qui effectivement, à la fin, finit par apparaître comme un mot un peu valise, sur lequel peut-être on ne s'interroge pas suffisamment. Voilà. Et un certain nombre d'études montrent bien que les élèves de milieu rural, surtout quand ils sont de milieu agricole, hein, voilà, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des néo-ruraux, ont plutôt un rapport à leur parcours par étapes, voilà. Pas viser tout de suite, par exemple, un cursus d'ingénieur, commencer par une filière technique, passer par un BTS agricole, puis ensuite, si ça fonctionne, envisager une école d'ingénieur. Les Aveyronnais, voilà, mes voisins dans un milieu très rural, n'imaginent pas envoyer directement leurs enfants dans une école d'ingénieur. Je pense qu'il y a des enjeux de parcours, de circuit et d'étapes. Alors, c'est une des dimensions de ces questions d'ambition. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien sûr les effets de distance, de coût, voilà, d'où les enjeux sur la prime d'internat pour les boursiers. Il y a peut-être aussi à s'interroger côté éducation nationale sur la façon dont non seulement on finance, mais dont on accueille des élèves à distance, voilà, dans les internats. Il y a une question sur les politiques qualitatives et non pas seulement les politiques financières. Peut-être on le faisait différemment autrefois, il y a peut-être quelque chose à retrouver. Ensuite, ce qui est très intéressant sur cette question, c'est que les élèves vivant en milieu rural, de ce point de vue-là, partagent des caractéristiques tout à fait similaires aux élèves de l'éducation prioritaire renforcée. Pas forcément pour les mêmes raisons. Les enjeux de distance ne sont pas les mêmes. Dans un cas, ils sont géographiques, un peu culturels. Dans le cas de l'éducation prioritaire renforcée, ils sont éminemment culturels. Parfois un peu géographiques aussi. Hein. Dans les métropoles, on ne se déplace pas si aisément que ça. Voilà. Juste, puisqu'on évoquait les transports scolaires, mais j'y reviendrai, le temps de moyen d'un lycéen en Île-de-France de transport est supérieur à 1 heure aujourd'hui. Hein. Donc, il faut avoir ça en tête. Ce n'est pas du tout les mêmes conditions, pas du tout les mêmes problématiques, mais la question des mobilités, voilà, elle se pose aussi en éducation prioritaire renforcée. Mais si je reviens, pardonnez-moi, de cette digression sur la question de l'ambition et des parcours, on parle au fond, qu'ils soient ruraux ou urbains, on parle d'enfants ou de familles qui sont à distance de l'institution scolaire et de ses codes. On a évoqué les enjeux de capital social, de référence explicite à Bourdieu. Sachez qu'il y a dans l'Académie de Reims un géographe qui travaille sur la notion de capital spatial dans le cadre d'un travail lancé par la rectrice de Reims. Donc, mais ce qui est encore une fois intéressant, même si ça n'a pas les mêmes fondamentaux, c'est que, encore une fois, c'est un trait qu'on retrouve aussi dans les milieux urbains relégués ou en difficulté. Donc, je pense que c'est quelque chose à réfléchir. Troisième ensemble de mesures annoncées par le Premier ministre au plan national, c'est ce qui concerne la formation et le parcours des enseignants et des personnels. Alors, c'est peut-être la partie qui est un petit peu elliptique, notamment dans la dépêche AEF, voilà. Alors, dans le rapport, en tout cas, ruralité, comme dans le rapport territoire, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur quelque chose qui est un petit peu le nerf de la guerre, qui est bien sûr la question des personnels. Et au fond, si je reprends ma comparaison un petit peu historique, extrêmement grossière, à très gros traits, sur l'évolution des questions de l'exode rural par rapport au phénomène de périurbanisation aujourd'hui, on peut dire un des autres changements fondamentaux dans la question du pilotage du réseau des écoles et des établissements en milieu rural, c'est bien sûr le nombre d'enfants, mais c'est surtout et aussi désormais les enjeux de personnel. Ça a été évoqué par M. Rietor tout à l'heure. La question au fond du recrutement, de la fidélisation de générations qui sont désormais des générations issues des mondes urbains, voire des mondes métropolitains, est effectivement une question absolument centrale. Et peut-être on y reviendra. Toute la question de la garantie sur les postes, sur lesquels les collectivités locales et l'Association nationale de collectivités se sont beaucoup mobilisées, est une des dimensions. Mais encore une fois, avoir des postes, si on ne peut pas les pourvoir ou si on ne les pourvoit qu'avec des faisans fonction ou avec un niveau de turnover trop élevé, est certainement la question la plus centrale à laquelle, je pense, nous sommes confrontés et que vous gérez, je n'ai aucun doute là-dessus, tous les jours. Voilà. Et de ce point de vue-là, la question du parcours de l'accompagnement des enseignants,
que la mission territoire comme la mission ruralité a échangé aussi avec les organisations syndicales, hein, à la fois de personnel enseignant, mais aussi de personnel administratif et de direction. C'est une question majeure. Alors, je ne vais pas pouvoir développer ce point-là, parce que, encore une fois, le rapport est encore à l'arbitrage du ministre, mais c'est une question effectivement tout à fait centrale, tant en ce qui concerne la question des primes. Aujourd'hui, l'éducation nationale, un rectorat peut au fond moduler les primes pour un contractuel. Elle ne peut pas le faire pour un fonctionnaire en zone rurale, y compris au vu de mécanismes d'éloignement. La question de la formation des enseignants, alors ça a déjà été abordé plusieurs fois, y compris, alors à la fois aux milieux ruraux, à la pratique de la classe multi-âge, etc., est un sujet. Enfin, il y a beaucoup de points là-dessus qui nous semblent absolument centraux et déterminants pour la suite. Au-delà, j'ai envie de dire, encore une fois, des questions d'aménagement, de fermeture et d'ouverture des écoles qui mobilisent beaucoup les médias. Ça, c'est la dimension des mesures nationales. Mais ce que contient aussi, je pense, les travaux liés à l'agenda rural et les travaux que nous avons menés côté inspection, c'est tout ce qui concerne les politiques académiques et locales. Alors, le Premier ministre confirme et souhaite généraliser et développer les conventions ruralité. Alors, c'est une annonce assez rapide, mais si je me permets de développer, alors, non pas ce qui a été dit, mais ce sur quoi il me semble qu'il serait utile de travailler, voilà. Et je vais faire écho à d'autres points évoqués déjà précédemment. C'est vraiment le sujet, je pense, central, à la fois qui inspire l'agenda rural et les travaux des inspections sur les politiques territoriales. Et si je reboucle avec le zonage, c'est-à-dire qu'en France, en général, on a une très grande attention aux prescriptions nationales, aux cadrages nationaux, aux zonages nationaux. Voilà. Et au fond, l'éducation nationale, dans ses composantes territoriales, s'est structurée ainsi, notamment pour l'éducation prioritaire. Il y a eu aussi des velléités de créer un zonage pour le rural. Il y a eu des propositions de loi pour créer un zonage de priorisation rurale. Voilà. On peut, au contraire, ou en contrepoint, défendre l'idée que ce dont ont besoin les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, c'est d'avoir que les autorités à la fois académiques, enfin déconcentrées, et que les autorités décentralisées aient plus de marge de manœuvre et d'initiative pour adapter les choses. Donc la question des conventions ruralité, je pense qu'il faut l'inscrire dans ce cadre-là, c'est-à-dire bien sûr un cadre national, bien sûr des instructions nationales, mais fondamentalement une invitation à faire, si ce n'est du sur-mesure, mais à adapter à sa main, au vu des configurations territoriales, des choix, des politiques et des organisations. Je pense que c'est vraiment le sujet absolument majeur qui est à la fois fortement pratiqué par l'éducation nationale, qui était un des ministères les plus déconcentrés qui soit, mais non forcément porté comme tel, voilà, dans notre approche culturelle de ces questions. Voilà, je parle très interne à l'éducation nationale, mais c'est vraiment la question centrale. Alors, Monsieur le Président des maires ruraux de Côte d'Or, vous évoquiez le fait qu'au fond, vous n'étiez pas tout à fait favorable à la convention ruralité. Alors, pour avoir travaillé avec votre association, notamment Monsieur Carteret, qui est président de l'Association des maires ruraux de Haute-Saône, connaître aussi le président des maires ruraux du Morbihan. Je connais la différence de point de vue au sein de votre association sur ces questions de convention ruralité. Et là, on voit bien la très grande diversité des histoires, des configurations qui expliquent cela. Dans les conventions ruralité, on voit bien aussi une diversité de signatures. Dans certains cas, il y a une signature du conseil départemental. Dans d'autres cas, il n'y en a pas. Parfois, le préfet est également signataire. Parfois, c'est juste le recteur. Donc, on voit bien que c'est un objet assez plastique, en cours d'évolution. Et j'ai été tout à fait intéressée par ce que vous disiez du bilan que vous en aviez fait. Il m'a semblé tout à fait juste. De mon côté, j'ajoute... Voilà, je compléterai ou j'ajouterai qu'encore une fois, ces conventions ruralité, il faut les voir comme des outils à la main et pas comme un nouvel objet normé qu'il s'agirait d'appliquer de la même façon partout. Voilà.
Et je trouvais que quand vous évoquiez le fait d'avoir besoin d'un travail de discussion territoriale et d'échange, au fond, on peut penser la Convention ruralité comme une plateforme d'échange. Voilà. Bon. Et encore une fois, ce qui est clair dans la quarantaine d'exemples existants, mais certainement pour la suite, il y a une très grande diversité de configurations et de mesures et de politiques engagées. Le deuxième point que je voudrais dire à propos de ces conventions, on le voit bien, c'est le sujet de la maille territoriale. Et est-ce qu'on est à une maille communale, de coopération communale, ou est-ce qu'on est à une maille intercommunale au sens EPCI à fiscalité propre? Alors, volontairement, hein, j'aborde des sujets qui sont un peu difficiles, voilà, hein, soyons clairs, et qui sont éventuellement conflictuels. Bon, ça a été évoqué on a travaillé sur ce point lors de la mission ruralité. Encore une fois, on a travaillé avec les associations de collectivités, y compris les associations du bloc local, l'association des intercommunalités des communautés de France aussi. Voilà. Ce qui nous a semblé clair, c'est qu'effectivement, il n'était pas forcément approprié de considérer qu'il fallait généraliser la maille intercommunale comme le nouvel et ultime horizon de l'organisation du réseau scolaire. Je dis ça parce qu'un certain nombre de rapports le proposaient. Vous trouviez ça dans les rapports de la Cour des comptes. Vous trouviez ça aussi dans certains rapports de l'inspection générale il y a quelques années. Nous, on a au contraire considéré que cette maille intercommunale pouvait être un cadre d'action publique, voilà, quand la compétence scolaire est prise, quand les intercommunalités sont dans une taille, dans un périmètre qui correspond aux services de proximité que sont les écoles, voire des collèges, voilà, et qu'au fond, on considérait c'était inapproprié d'avoir une généralisation de ce point de vue-là. Particulièrement dans les intercommunalités XXL, je partage votre point de vue de ce point de vue-là, mais aussi dans d'autres intercommunalités où l'extension des intercommunalités liées à la loi MAPTAM a conduit à regrouper 2-3 intercommunalités précédentes, des communautés de communes. Certaines avaient la compétence scolaire, d'autres ne l'avaient pas. Donc on voit qu'on a tout un sujet assez complexe, comme on les aime peut-être en France, de temps administratif à travailler. Mais en tout cas, il nous semble que la maille intercommunale reste un échelon très intéressant d'études. C'est-à-dire qu'il faut bien pouvoir se projeter à une maille qui est une maille qui dépasse la commune, justement pour mieux prendre en compte ces enjeux de flux et de parcours des élèves. Donc, tout en considérant que l'intercommunalité n'avait pas à être un cadre politique administratif à prescrire dans le champ scolaire, voilà, c'est une compétence facultative. Encore une fois, elle est très diverse. Il nous semble par contre, en termes d'études, c'est quand même bien souvent une maille assez intéressante que l'Éducation nationale a peut-être découvert, je ne sais pas si c'est votre cas, à l'occasion des débats compliqués sur les rythmes scolaires. Je pense qu'il faut poursuivre en ce sens, encore une fois, au titre des études et parce que ça permet de prendre en compte les mobilités et les parcours. Voilà. Dernier point sur la question de ces conventions, ou plutôt 2 derniers points. Ce qu'on a proposé avec Pierre Mathiot, encore une fois dans le rapport remis récemment au ministre, alors peut-être vous ne serez pas d'accord, hein, mais c'est de ne pas réserver les conventions ruralité aux territoires ruraux et de faire en fait des conventions territoriales, par exemple à l'échelle des départements ou des académies. C'est-à-dire, au fond, de profiter de l'initiative prise pour les territoires ruraux, pour l'étendre à d'autres territoires, parce qu'ils peuvent être périurbains, ruraux périurbains, je ne sais pas, voilà, parce que les territoires urbains ont aussi des sujets d'organisation à discuter, que certains sont en croissance, enfin, bref, d'élargir ce propos au-delà des seuls territoires ruraux. Mais en toute hypothèse, y compris si on se limitait aux 10 territoires ruraux, voilà, intégrer les collèges nous semble une question désormais posée. Elle existe dans certaines conventions et il nous semble qu'il serait intéressant de la développer. Alors bien sûr, ça complique les choses. Ça ajoute un échelon administratif de plus, des collectivités supplémentaires, voilà. Mais ça nous semble quand même clé si on se place du côté de l'usager. Et au fond, pour nous, les conventions, elles visent à identifier ce qu'on pourrait appeler des territoires à enjeu, qui vont connaître des bouleversements dans les années à venir. Et c'est-à-dire le diagnostic partagé doit déjà être un partage sur où est-ce que ça va bouger, voilà.
quelles sont les options qu'on a et quels sont les avantages de ces différentes options en matière d'évolution de l'organisation du service, etc., etc. Alors, juste pour que les choses soient claires, dans la mission, dans le rapport des inspections générales, on a proposé au fond que ce soit aussi l'occasion d'avoir une diversité de solutions. Là aussi, si je reprends une casquette un peu historique, au fond, on peut avoir l'impression qu'on a un long mouvement qui va d'écoles communales aux RPI dispersés, qui deviennent des RPI concentrés, qui finissent comme des pôles scolaires. Voilà. C'est-à-dire que si on lit l'histoire de ces 30-40 dernières années, le chemin quelque part est écrit. Or, on pourrait considérer que justement ce chemin peut être diversement écrit. Et que dans certains territoires de moyenne montagne, maintenir une classe unique, multiniveau, fût-elle éloignée, fût-elle à faible effectif, peut être utile, voilà, et même nécessaire. Que dans d'autres endroits, il faut peut-être effectivement accélérer la structuration de pôles scolaires. Bref, qu'il nous faut avoir une approche diverse et non pas téléologique. À cela, on peut ajouter toutes les formes de mutualisation diverses qu'on a pu regrouper sous le vocable école du socle. Alors, c'est un vocable qui est compliqué, voilà, qui a fait l'objet de débats, voire de polémiques, mais au fond, appelons-le diverses formes de mutualisation des locaux et des structures scolaires et éducatives qui peuvent nous amener, encore une fois, à avoir des solutions territoriales diverses plutôt que voilà, uniques ou monocordes. Et je pense que si on arrive à se saisir des conventions ruralité en essayant effectivement d'augmenter les éléments de diagnostic, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, partagé, avec l'appui éventuellement de chercheurs, grâce à des indicateurs ou des indices qui ne sont pas des décrets, mais qui sont des outils d'aide à la décision et à la lecture territoriale, et qu'on se fixe d'identifier des formes diversifiées d'organisation adaptées à ces territoires, tout en tenant compte des enjeux de recrutement et d'organisation qui sont ceux de l'éducation nationale et qui sont extrêmement réels et parfois pressants et certainement en développement dans les espaces les plus éloignés. Je pense qu'on aura avancé d'un grand pas et c'est ce qui me semblait important d'échanger avec vous. Voilà, je vais m'arrêter là peut-être.